Je m'appelle Valérie Tatin-Sauzé, je suis tailleur de pierre et sculpteur sur pierre et bois. Je travaille sur les monuments historiques tout au long de l'année. Et ça fait plus de 10-15 ans que je travaille avec l'association Adichatz et Rempart sur les chantiers de formation monuments historiques et sur des interventions d'ateliers, sculpture sur bois, sculpture sur pierre, de façon occasionnelle, avec souvent les missions locales ou d'autres publics. Voilà. J'étais en licence d'histoire de l'art et j'avais besoin de comprendre en fait comment ça se passait vraiment, comment on construisait de façon beaucoup plus concrète. Et c'est un peu par hasard, c'est un ami qui était forgeron, compagnon forgeron, qui m'a dit « Ah mais moi je suis sûre que ça te plairait de faire une formation de taille de pierre ». Et comme j'étais un peu en transition à la fin de la licence et que je ne savais pas trop quoi faire, je suis allée voir. Alors le premier jour ils m'ont refusé parce que j'étais une fille, ils ne voulaient pas de fille. Et que j'avais trop de diplômes. Après je suis revenue. Et en fait, le jour où j'ai touché la pierre et j'ai commencé à faire la taille de pierre, j'ai su que c'est ça que je voulais faire dans ma vie. Ça a été évident. Alors bon, j'adore. Je préfère la pierre au bois. J'adore le bois, mais j'ai commencé avec la pierre et c'est vraiment mon matériau de prédilection. J'adore travailler sur les monuments historiques, justement sur le patrimoine, parce que quand je suis sur ces sites-là, je sais pourquoi j'y suis. Et j'aime bien pour le bâtiment, pour le style, pour l'élément, mais aussi pour la vie qu'il y a autour. Voilà. Si c'est Adichatz, la vie de l'association. Si c'est une cathédrale, tout ce qui se passe, tout le microcosme en fait qu'il y a à l'intérieur de ces bâtiments. Et ça me plaît. Et après, travailler sur la cathédrale de Bayonne, par exemple, j'ai travaillé sur l'échafaudage pour faire mes pierres entre ciel et terre, au-dessus de la ville. Et ça, c'est des moments extraordinaires et fabuleux. Voilà. En fait, je fais partie d'une coopérative et on est venu faire une assemblée générale à Adichatz. Et eux, ils cherchaient un tailleur de pierre pour poser les arcs. Et pour le coup, ça a été une rencontre. Et donc j'ai fait le premier stage MH sur les arcs de la galerie du château. Et après c'est super sympa, on est bien ici, donc j'avais pas envie de partir et ça fait des années que je reviens. J'aime tout le monde et le site est superbe, donc c'est vraiment un bonheur de venir ici, quoi. C'est comme revenir dans une famille, revoir toutes les personnes qu'on connaît chaque année. Enfin, c'est super, on y est bien et on est chouchouté et voilà, et on fait du boulot super intéressant, donc voilà, c'est parfait. Mon métier, surtout, le gros défaut que j'ai, c'est que je suis une fille. Donc ça a posé des gros problèmes. C'est en train de s'atténuer, les rapports hommes-femmes sont complètement différents et qu'on travaille avec des jeunes maintenant qui ont 25 ans. Et entre 25 et 30 ans, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus évident. Il n'y a pas du tout ce... Mais bon, moi j'ai commencé. Les compagnons n'ont pas voulu de moi parce que j'étais une fille. L'école Saint-Lambert, spécialisée monument historique, n'a pas voulu de moi parce que j'étais une fille. Donc c'est un peu par ces biais-là. Par contre, comme on m'a fermé les portes, je suis allée et que j'ai pu rentrer à l'école Boulle sur dossier pour apprendre la sculpture. Donc en fait, ça m'a souvent énormément enrichi, mais la route n'a pas été droite. Donc ça a été très dur. Sur le Louvre, en restauration sur le Louvre, sur les toits du Louvre, il y a eu l'éclipse de soleil. Et alors toute la ville, tout Paris en fait s'est assombri et en fait toutes les sculptures, on était vraiment sur le Louvre au milieu des sculptures et toutes les ombres de sculptures se sont allongées. Enfin, on avait l'impression que ça allait devenir vivant, toutes ces bêtes et tous ces personnages, et les ombres se sont allongées, tout s'est éteint. Quand toute la lumière s'est éteinte, comme on était sur les toits du Louvre, on voyait le Sacré-Cœur, on voyait tout
des flashs partout. Les gens prenaient en photo rien, le noir, c'est assez étonnant. Mais en tout cas, il y avait des flashs partout, sur tout Paris. Et après, la lumière est revenue et pareil, les ombres sont revenues sur les sculptures, comme si les sculptures revenaient sur leur socle. Et ça, j'avoue que même à y penser, j'ai la chair de poule et c'était vraiment un moment extraordinaire, quoi. Voilà. En fait, pas spécialement. Je voudrais faire un peu plus d'art roman parce que c'est le style que je préfère faire et sur lequel j'adore travailler. J'en ai fait un peu, mais pas suffisamment. Mais non, en fait, c'est pas spécialement un monument qui m'intéresse. C'est plus à chaque fois de faire quelque chose de différent et redécouvrir à chaque fois et apprendre tous les jours autre chose et s'enrichir d'année en année en allant de monument en monument et de rencontre en rencontre aussi. Les rencontres humaines sont importantes pour moi. Maintenant, quand je vais sur un site, souvent je préfère dormir chez l'habitant. Ça peut être le guide, ça peut être n'importe qui, mais voilà, j'ai beaucoup de résidences secondaires en France maintenant, dont à Dichat. Et voilà, c'est ce rapport humain, moi, qui me touche énormément aussi. On ne peut pas faire de la pierre, on ne peut pas faire ça sans avoir des rapports humains enrichissants, parce qu'il y a des gens qui sont passionnants autour de tous ces métiers. Voilà. Je suis Pierre Rigaldo Saint-Blancard, je suis un ancien du CNRS et du ministère de la Culture, je suis archéologue, historien aussi à l'occasion. Actuellement, je suis à la retraite et je suis le président de la Société archéologique de Bordeaux. Mon père racontait que quand il m'a mené à l'école primaire, je lui demandais « raconte-moi l'histoire de France ». Bon, voilà, une petite anecdote, mais c'est vrai que ça m'a toujours intéressé. Et en fait, c'est purement le hasard qui m'a fait découvrir l'archéologie. Ce que j'aime avant tout, c'est de comprendre quelque chose. C'est ça qui m'intéresse. D'une certaine manière, un site archéologique, un objet archéologique est une énigme qui est à résoudre de la meilleure manière possible. Alors, on ne répond pas à tout, mais c'est ça qui est intéressant. Résoudre une énigme. En anglais, c'est héritage. Hein, et c'est bien ça. Le patrimoine, c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Que nous sommes nous, aussi bien à titre individuel, on parle de patrimoine génétique par exemple, qu'au niveau de la société. Et d'une certaine manière, tous les objets, au sens très très large, y compris bâtis, archéologiques, sont nos gènes. Professionnellement. Professionnellement, donc à ce moment-là, j'avais la gestion du département de la Gironde. Et Addichatz voulait faire des chantiers de fouilles archéologiques, ou en faisait déjà. Il fut une époque, avant les lois de 2001-2004, en simplifiant tout ça, c'est au point à partir de 2004, il fut une époque où quand on avait un aménageur en face, on lui disait à peu près « Monsieur l'aménageur, vous ne pouvez pas détruire les éléments archéologiques qui sont sur votre terrain. » Ah, mais oui, je veux bien, mais je vous en prie, allez-y, fouillez. Ou, mais vous savez, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup de temps, on a besoin d'engager du monde. Donc, pour faire ça, on a besoin de votre aide. Tenez, je vous ai préparé un devis. Donc, c'était ça. D'un côté, vous ne pouvez pas détruire, mais pour ne pas détruire, il fallait
soit que vous abandonnez votre projet, soit que vous payiez. Et c'était de l'ordre du chantage. La loi est sans doute très rigide, la loi actuelle est très très rigide, mais elle impose à l'aménageur de prendre en considération l'archéologie. On aurait pu envisager d'autres choses, mais nos légistes, le gouvernement, etc., successifs d'ailleurs, ont décidé que c'était comme ça. Eh bien, ça, c'est un soulagement considérable. Cela dit, ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus. Je crois que ce qui était le plus inoubliable, c'est le premier tesson de poterie que j'ai trouvé sur cette fouille de Camblin que j'évoquais tout à l'heure. Ça a presque 2000 ans. Il était nul, il était horrible. Mais je crois que c'est ça le plus... Oui, le lien le plus fort qu'il y a eu. Après, oui, des moments quand j'ai compris telle chose ou telle autre chose, toujours pour moi, pas par une découverte d'objets, sauf ce tesson, mais par la compréhension que j'ai pu avoir, que j'ai pu élaborer de telle chose ou de telle autre. Il n'y en a pas qu'un. C'est bien ça le problème. Bonjour, donc je suis Christian Herriot, je suis ingénieur du patrimoine à la retraite. J'ai travaillé pendant 30 ans au ministère de la Culture. J'ai gardé une mission bénévole de conservateur des antiquités et objets d'art. Première expérience de jeunesse au château de Grateau, dans la Manche, en Normandie, pour lequel j'ai eu ma première action, donc peut-être une quinzaine de jours, dans un groupe de jeunes, à travailler sur un monument. Des monuments que l'on n'apprenait pas à l'école. Je dirais que le seul biais par lequel j'étais parvenu à m'interroger sur cette question, c'est une émission télévisée qui s'appelait Les monuments en péril, les chefs-d'œuvre en péril plus exactement. Et j'ai fait en fait le lien à ce moment-là, donc très jeune finalement, entre cette émission, les monuments historiques, et puis la capacité que les citoyens pouvaient choisir. Donc on pouvait choisir de s'engager dans des actions pour sauver ces monuments. Un personnage dont j'ai pris conscience il y a assez peu de temps finalement, qui est un monsieur qui était architecte, qui s'appelait Eugène Le Senet, et dont on fête aujourd'hui, on commémore plus exactement son activité d'architecte. Donc je suis très heureux déjà de voir que c'est un monsieur qui est honoré aujourd'hui et qui était donc le père d'un ami et qui a pu, on va dire, ouvrir mes yeux de jeune adolescent. Ce que j'ai préféré le plus finalement, c'est le contact humain. C'est un métier qui s'interroge sur beaucoup de questions anthropologiques profondes. Plutôt que de patrimoine, je préfère parler d'héritage, c'est-à-dire que nous sommes les héritiers de tout ce qui nous entoure, des générations précédentes. Et je crois que en dehors de tout ce qu'il transporte, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment on peut réutiliser ces lieux, comment ils nous inspirent et comment ils retrouvent une seconde vie. Alors,
Adi Schatz, c'est une longue histoire puisque j'ai été ingénieur dans le Lot-et-Garonne pendant 20 ans et précédemment j'étais dans le Gers, donc pas très très loin, pendant une dizaine d'années. Donc voilà, je connais Adi Schatz depuis pas mal de temps. Je suis arrivé un peu après sa fondation. Et dans le Gers, déjà, j'avais entendu parler de cette association. Disons que quand j'étais dans le Gers, nous avions des difficultés avec les associations qui intervenaient sur les monuments historiques parce que nous n'avions pas le temps nécessaire, où nous étions engagés sur d'autres sujets, qui fait que la difficulté d'intervenir sur un monument historique lorsqu'on a des compétences limitées posait problème. Et je dois dire que les chantiers de bénévoles sur des monuments historiques posent le problème du niveau de compétence. Après, moi il me semble que c'était l'idée que j'ai eue ici en Lot-et-Garonne, parce que quand je suis arrivé dans le Lot-et-Garonne, il n'y avait plus de chantier. Je pense qu'ils avaient été certainement arrêtés pour ces raisons. Et j'ai voulu reprendre un petit peu ce flambeau en me disant que les chantiers de bénévoles, c'est quand même des expériences humaines qui sont riches et qui, on va dire, transportent avec elles une pédagogie auprès des jeunes. Et c'est ça qui me semblait important de faire renaître. Après, sur les sujets, il fallait trouver des sujets accessibles aux associations. Vous étiez Adi Schatz, Concordia, etc. J'ai travaillé avec beaucoup de ces associations pour faire revenir un petit peu les chantiers de bénévoles dans le Lot-et-Garonne. Ils sont revenus après beaucoup d'années et évidemment c'est par une coopération et des échanges très étroits avec Adi Schatz que nous avons pu réussir. Difficulté, on en a parlé un petit peu. Déjà, moi je dirais que c'est plutôt ce qui m'a intéressé avec Adi Schatz, c'est bien sûr l'échange. Là aussi on parlait d'anthropologie et finalement un chantier qui se passe bien, c'est surtout parce que sur le plan humain tout se passe bien. Après, je dirais que les résultats ou la performance du chantier, ça reste à mes yeux presque secondaire. Évidemment, un chantier qui est réussi, il faut aussi que les stagiaires soient un petit peu fiers de leur intervention. Et pour ça aussi, je dirais que notre présence, la présence de nous, les institutionnels, pouvait que les encourager. C'est-à-dire que si on négocie les accords en amont et puis qu'on n'est pas là au moment du chantier, c'est un petit peu, on reste invisible. Je pense que c'est pas bon. Moi j'ai remarqué que, sans forcément dire quoi que ce soit, notre présence pouvait encourager tous ces jeunes justement dans leur travail et dans leur curiosité finalement des monuments. Des moments inoubliables. Alors, dans les chantiers de bénévoles, on en a beaucoup. Alors, je vais être un petit peu dur, mais c'est les moments les plus émouvants pour moi dans les chantiers où des bénévoles se sont impliqués. Je pense à des chantiers en Thaïlande ou sur Angkor, qui sont évidemment des monuments prestigieux et qui ont frappé mon imagination. Mais je dirais qu'ici, j'ai beaucoup de souvenirs, et ce sont des souvenirs modestes, mais ce sont des souvenirs très heureux. C'est surtout ces souvenirs de groupe, ces souvenirs d'échange, où justement tous ces jeunes qui venaient de pays lointains et différents avaient quelque chose à dire, des choses à questionner sur ce qu'ils avaient devant les yeux. Je crois que c'est ces échanges qui restent, d'ailleurs, nous avons tous pris, je crois, beaucoup de photographies de ces moments-là. Ils restent non seulement dans nos mémoires, mais aussi sur quelques images. C'est sûr que dans ma position maintenant, c'est un petit peu délicat. Disons que moi, ce que je pourrais encore faire dans le cadre de la sauvegarde des monuments anciens, c'est peut-être de participer, on va dire, à la formation, puisque des bénévoles, il y en a
tout le temps, je dirais, dans les associations qui interviennent. Donc effectivement, mon expérience des chantiers peut être utile pour les associations. Je pense que je reviendrai encore vers celles avec lesquelles je suis encore en contact pour les aider dans leurs projets. On va dire après, maintenant mes missions sont plus tournées vers les objets d'art. Donc voilà, donc je suis pris, on va dire, beaucoup plus par cette nouvelle vocation, on va dire, des objets, la restauration des statues, des tableaux, des tabernacles. Alors Laura Soulard, je suis archéologue et je travaille plus spécifiquement dans le domaine de l'archéologie du bâti, donc archéologie des édifices et principalement médiévaux. J'ai choisi cette profession parce qu'à l'origine je voulais travailler dans la restauration du bâti et en fait en travaillant sur des chantiers je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus c'était de comprendre comment avait été construit le bâtiment, ses secrets, avant de le transformer. Il n'y a pas eu une personne en particulier, il y a eu un faisceau de personnes et beaucoup font partie du réseau Rempart. À partir de 18 ans, en faisant des chantiers de bénévoles, ça a été important de découvrir qu'on pouvait allier patrimoine et vivre ensemble et faire des choses ensemble dans ce cadre patrimonial. Voilà. Si je devais citer peut-être une personne, ce serait Christine et Philippe qui sont des propriétaires d'un château en Dordogne mais aussi fondateurs d'une association CHAM qui fait partie du réseau Rempart. Et j'ai passé 1 an avec eux, accueillis sur leur site, et c'est après ça que j'ai repris des études d'archéologie. Plein de choses, mais je pense que ce que je préfère, c'est sans doute le fait qu'on apprend tous les jours. C'est-à-dire que quand Bon, déjà, l'essence même du métier, c'est de découvrir des choses, de redécouvrir des choses et donc d'acquérir de la connaissance. Et puis, quand on arrive sur un site, on ne sait rien en fait de son histoire, de qui a habité là, qu'est-ce qu'on y faisait, comment est-ce qu'on l'a construit, etc. Et donc on va essayer d'apprendre tout ça. Et puis on va aussi... il y a aussi toutes les personnes vivantes, hein. C'est bien aussi les gens vivants qu'on va rencontrer, donc les éventuels propriétaires, la municipalité, les gens du village aussi qui connaissent beaucoup de choses sur leur histoire. Donc voilà, c'est ce truc d'arriver quelque part et puis d'apprendre toujours plus. Alors patrimoine, déjà on devrait dire les patrimoines, hein, puisque finalement ça recouvre beaucoup plus que les seuls monuments, enfin en tout cas que le patrimoine dans le sens où on l'entend communément. Et donc il y a aussi le patrimoine immatériel, il y a le patrimoine environnemental. Et en fait, pour moi le patrimoine, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est un bien commun, c'est quelque chose qui nous appartient à tous. Alors on n'en jouit pas tous de la même manière, mais voilà. Peut-être si je devais ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est le fait que le patrimoine, c'est de la beauté en fait qu'on nous a transmis, quoi, depuis des générations et des générations, et finalement on a gardé, on nous a transmis les choses les plus belles. Alors il y a effectivement ce monument, le château de Budos par exemple, mais je pense aussi par exemple à des chants, des très beaux chants qu'on nous a transmis oralement, ou des super recettes de cuisine. On est dans le sud-ouest, hein, donc voilà, c'est des petits bouts de beauté qu'on nous transmet et qu'on doit transmettre nous aussi.
J'ai rencontré Adi Schatz quand j'étais service civique en Dordogne, dans une association, donc dans l'association CHAM, membre de Rempart, et elle était parrainée, cette association, par Adi Schatz. Et donc j'ai rencontré en premier Aurélie, la directrice d'Adi Schatz, et elle m'a invitée à faire un stage d'animation sur Monument historique Rempart. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri pendant 15 jours à Adi Schatz, sur un stage en tant que stagiaire. En archéologie, la grande difficulté, c'est de trouver du travail. En fait, et c'est là que Rempart, pour moi, a été vraiment salvateur. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait des chantiers, d'avoir rencontré tout ce réseau, ces personnes, ça m'a permis de m'insérer plus facilement dans la vie professionnelle. Justement, un des moments inoubliables, c'est le moment où j'ai rencontré Adi Schatz, c'est plus particulièrement une soirée où on a fait pour la première fois une soirée dans le château de Villandreau, où on a fait du feu dans la cheminée, on a pendu les poulardes dans la cheminée, on a fait de la musique et puis on était dans cette espèce de cadre incroyable avec des personnes drôles et super, et c'était vraiment ce truc de se dire ok, là je suis au bon endroit là. Là, je pense tout de suite, à... En fait, on est en train de prévoir les prochaines fouilles sur les mottes castrales de Cabana, je pense à ça, qui arrive en septembre là, et c'est un site qu'on fouille avec Adi Schatz depuis, ce sera la 5e année. Et il y a un projet en cours de valorisation, donc effectivement restaurer c'est bien, mais il faut aussi penser à comment est-ce qu'on va transmettre ce site et qu'est-ce qu'on va en faire, quels usages. Et donc cette valorisation du site, c'est la valorisation de tout notre travail en fait de récolte de connaissances justement, et donc de savoir comment est-ce qu'on va ensuite le présenter au public. Et donc il y avait un projet qui est un petit peu gelé pour le moment, donc j'espère, je souhaite, je croise les doigts pour que ce site ait ensuite une seconde vie après nos recherches.